Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno. Aujourd'hui, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on regarde ensemble le jeu My Little Side. C'est un jeu qui a été publié en 2017 par Stonemaier Games et en 2018 en français par Matago. C'est un jeu qui a été fait par son père et sa fille, Obi et Vienna Chou. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs âgés de 8 ans et plus, qui dure environ 45 à 60 minutes. Dans le jeu, on va être les représentants d'une race animale qui va participer au grand concours du royaume de pommes pour essayer de devenir la nouvelle race dirigeante. Pour ce faire, on va devoir gagner des trophées. Pour gagner des trophées, on va entre autres se faire des amis, faire des tartes et aussi livrer des ressources au château d'Everfree. Dans le jeu, il y a les mécaniques de contrôle de territoire, de gestion de ressources, de cueillette et de livraison, et il y a un petit peu de tiens-toi, take that en anglais. Je vous dis comment on joue, je vous dis ce que j'en pense, et il y a aussi le concours du lundi. Les événements qui suivent se sont réellement déroulés dans le royaume de pommes. Après cette pomme-là, il va me rester juste 3 pommes pour faire ma tarte. Ah! Une pomme pour moi? Ah, merci! Hey, toi, t'es un bon ami! Merci! Tiens, papa. Ah, toi aussi, t'as une pomme pour moi? Hey, merci! Hey, t'es un bon chum! Yes, merci! Yeah. Catherine, t'as une pomme pour moi? Ah! T'es un peu mon ami, toi! Vas-y, mon jeu! Pour cette vidéo, on va faire un placement à 3 joueurs. Chaque joueur va choisir un royaume. Ici, on a choisi les aigles, les bœufs musqués et les tigres. Chaque joueur va devoir placer son camp de base en fonction du nombre de joueurs. Ici, pour une partie à 3 joueurs, on va placer les camps de base comme indiqué ici, c'est-à-dire les... Chaque joueur reçoit un plateau joueur et ses figurines de furteurs. Les furteurs sont placés sur les camps de base. Chaque joueur va placer son marqueur d'amitié à la position 3 sur l'échelle d'amitié. Va ensuite placer son marqueur de tarte sur la position 3 du marqueur de tarte. Sur leur plateau personnel, ils vont placer leurs 4 jetons trophées aux emplacements prévus. On va ensuite mélanger les cartes quêtes qu'on va placer ici sur le plateau central. On va mélanger ensuite les cartes sorts. On va en distribuer une à chaque joueur. Et ensuite, on va placer le paquet ici, à côté de sa défausse. On va ensuite prendre les tuiles pouvoir qu'on va mélanger et qu'on va placer sur le plateau aux 2 endroits prévus à cet effet. Pour placer les ressources de départ, on va utiliser la petite tuile de mise en place. On la met à l'envers au centre, on la fait tourner, on la revire de bord, et on va placer les ressources indiquées devant les campements qui sont en jeu. Alors, ici, j'ai 2 diamants et une pomme. Donc, 2 diamants ici, et une pomme. Ici, j'ai une pomme, un diamant et une quête. La quête, la pomme et le diamant. Et pour ici, pour les tigres en avant d'eux, nous avons une pomme, un diamant et une autre quête. On n'aura plus besoin de cette tuile-là maintenant. On peut la remettre dans la boîte. L'avant-dernière étape est de mélanger les cartes personnalités, d'en donner une à chaque joueur. Les cartes personnalités donnent un avantage à chaque joueur dans un type de quête particulier. Finalement, la dernière étape est de prendre le pion action de chaque joueur et de déterminer avec eux au hasard qui va être le premier joueur. Alors on va commencer avec les bleus. Lorsque vient le tour d'un joueur, il doit choisir sur son plateau une des actions qu'il veut effectuer. Il peut utiliser une action de déplacement pour se déplacer sur le plateau. Il peut utiliser l'action de recherche pour générer des ressources et possiblement des points d'amitié. Et il peut utiliser l'action de fabrication pour utiliser ces ressources et générer des tartes, des sorts ou des améliorations. Quand un joueur choisit une action, il ne peut pas prendre la même action qu'il a déjà pris le tour d'avant. Donc si j'étais ici au tour d'avant, je ne pourrais pas refaire l'action de recherche avec les 2 dés rouges, mais par contre, je pourrais prendre l'autre action de recherche ici, ou aller dans l'option de déplacement ou une des actions de fabrication.
Le jeu continue dans le sens horaire au joueur suivant. On va regarder maintenant de plus près l'action de déplacement. Lorsqu'un joueur choisit l'action de déplacement, il peut déplacer ses furteurs de deux façons. Il peut soit les déplacer de 2 ou de 1. Chaque furteur se déplace indépendamment et peut faire une ou l'autre des façons de se déplacer. Lorsqu'un furteur se déplace de 1, il peut transporter avec lui des ressources. Donc lui pourrait, avec 1, se déplacer ici et transporter le diamant avec lui. Les cases entourées de roses sont des cases spéciales. C'est des cases portail. Les cases portail sont considérées adjacentes pour les déplacements. Donc, si ce furteur ferait l'action de déplacement de 2 cases, il pourrait se déplacer ici et aller vers n'importe quel autre portail, sauf le château d'Everfree, qui est une case de portail spéciale. Je vais revenir plus tard sur le château. Donc, je disais qu'il pourrait se déplacer dans un autre portail, ici ou d'autres portails sur le plateau. Les furteurs ne peuvent pas faire de déplacement vers leur camp de base. La seule façon de retourner au camp de base est de perdre un combat ou de faire une livraison. Je vais justement aborder les livraisons. Au cours de la partie, nos furteurs vont se déplacer sur le plateau, ramasser des ressources avec eux, et éventuellement vont pouvoir faire des livraisons au château d'Everfree. Un furteur peut se déplacer vers le château seulement si c'est pour faire une livraison. Pour faire une livraison, le furteur doit avoir exactement les 4 ressources qu'il veut livrer au château. Donc on a ici le furteur bleu, qui a 4 pommes avec lui. Il pourrait utiliser son déplacement de 1 et aller au château faire livrer ses 4 pommes. Ou, une autre situation, on a aussi nos 2 furteurs qui ensemble cumulent 4 gemmes. Alors lui pourrait utiliser l'action de 1 et amener ses gemmes. Et lui pourrait aussi utiliser son action de déplacement de 1 et utiliser le portail pour aller au château. Les ressources peuvent être divisées ainsi entre 2 furteurs. Les ressources non utilisées pour la livraison restent sur place et les furteurs en perdent ainsi le contrôle. Lorsqu'une livraison est complétée, on retire immédiatement les ressources du plateau et les furteurs qui ont fait la livraison retournent à leur camp de base et ils sont régénérés. Je vais vous expliquer ce que veut dire régénérer plus tard quand j'aurai expliqué les combats. Le joueur bleu ayant effectué une livraison de gemmes va aller sur la piste des trophées, placer son trophée à l'emplacement pour ce trophée. À partir de maintenant, il ne pourra plus faire de livraison de gemmes puisqu'il a déjà eu ce trophée. En plus de faire des livraisons et de récolter des ressources, on pourrait se déplacer pour essayer d'aller prendre des ressources qu'on convoite à un autre joueur. Pour ce faire, on doit déplacer nos personnages, les 2 furteurs, avant qu'on règle les combats. Donc ici, le joueur rouge choisit l'option de déplacement, va déplacer son premier furteur de 1, entraînant avec lui les ressources qu'il avait, et son deuxième furteur va aussi le déplacer de 1. Quand on se déplace dans une case où il y a un adversaire, on doit automatiquement s'arrêter, et ceci va déclencher un combat à la fin des 2 déplacements. Donc, notre joueur a terminé ses 2 déplacements, on va résoudre les combats. Quand un combat est initié, automatiquement, le joueur qui a initié le combat va perdre 1 point d'amitié. C'est très mal vu dans le royaume de Pomme d'initier des combats. L'attaquant et le défenseur vont chacun recevoir une carte roulette de tartes pour choisir avec combien de tartes ils vont combattre. Ils peuvent choisir de 0 à 7 tartes, mais sans jamais dépasser le maximum de tartes qu'ils ont dans leur réserve de tartes. En secret, les joueurs peuvent attacher autant de cartes sorts qu'ils ont de furteurs dans la bataille sur leur roulette. Donc ici, par exemple, le joueur rouge va utiliser sa carte sort contenant 2 tartes et sur sa roulette, puisqu'il a 6 tartes et qu'il croit que c'est un combat facile, va utiliser ces 6 tartes et il aura un total de 8. En cachant la carte ici, l'autre joueur ne sait pas si on a utilisé une carte ou non, puisqu'on le fait en secret. Le joueur jaune, ayant 2 furteurs dans la bataille, peut utiliser, s'il le veut, ces 2 tartes. Ici, il y a la meilleure carte de sort de 5 et la carte de 3, ce qui fait déjà un total de 8. Il ne sait pas ce que son adversaire va faire, mais il sait déjà que son adversaire a 6 tartes. Et s'il ne croit pas que c'est suffisant, il peut même ajouter des cartes de sa réserve de tartes. Donc, il va ici aller choisir... Il ne veut pas tout perdre ses tartes, il va choisir 2, par exemple. Et il met les cartes cachées prêtes au combat. C'est pas évident de cacher les 2 cartes, mais vous voyez l'idée. En même temps, les 2 joueurs vont révéler leur roulette de combat. Ici, on avait encore le total de 8 pour le joueur rouge, et on a un total ici de 10 pour le joueur jaune. C'est le joueur jaune qui gagne, qui réussit à défendre ses ressources. C'était un mauvais choix pour le joueur rouge. S'il y avait eu égalité, c'est le joueur attaquant qui aurait gagné. Le joueur perdant retourne les furteurs qui étaient au combat dans son camp de base, et il sera régénéré. Toutes les tartes qui ont été utilisées par les joueurs dans le combat doivent être retirées de la piste de tartes.
Donc, le joueur rouge avait utilisé 6 tartes, il se retrouve à 0 tartes, et le joueur jaune n'en avait utilisé que 2, descend à 2. Le joueur jaune, qui a gagné le combat et qui n'avait pas encore ce trophée, peut placer son trophée sur la piste des trophées dans le trophée des combats de tartes. C'est la seule façon de gagner un trophée lorsque ce n'est pas notre tour. Une fois que les déplacements sont terminés, qu'on a résolu les combats, on résout maintenant les jetons quête. Si un furteur arrive sur une case avec un jeton quête, on retire ce jeton et le joueur va choisir une carte quête. Les cartes quêtes se trouvent au bas du plateau sous la piste des tartes. Le joueur va piger sa carte. Ici, nous avons le test de force. Le joueur doit soit choisir une des deux premières options ou simplement dire non merci et ne pas réussir la quête. Ici, on a la première qui est gagner le concours du test de force, qui est soit de payer 2 gemmes et de gagner 3 tartes. On a s'enfuir avec le prix, gagner 3 tartes et perdre 2 points d'amitié. Et finalement, non merci. On gagne quand même quelque chose. Ici, on gagne une tarte et on remet cette quête face cachée sous la pile de cartes. Quand les quêtes nous demandent de payer des gemmes ou des pommes, on paye en utilisant des ressources qui sont sous notre contrôle. Donc ici, il pourrait, s'il voulait, faire la première option, qui est de gagner le concours en payant 2 gemmes, et ainsi gagner 3 tartes qu'il aurait perdu au combat. S'il veut gagner 3 tartes et perdre 2 points d'amitié, il gagne simplement ses tartes ici et baisse sur la piste d'amitié. Si jamais une quête demandait de gagner des gemmes ou des pommes, on doit placer ses ressources sur une des cases contrôlées par un de nos furteurs. Si une quête vous demande de payer des gemmes ou des pommes à un autre joueur, on prend les gemmes ou les pommes sur une case qu'on contrôle et on les met, c'est nous qui choisissons, on les met sur la case de notre adversaire, de notre choix. C'est possible de choisir une option, même si celle-ci ferait descendre notre niveau d'amitié en dessous de 0. Si la pile de cartes quêtes se vide, par exemple si on a un gros nombre de joueurs, on rassemble les cartes des quêtes résolues des joueurs qui ont complété le trophée des 2 quêtes, on mélange les cartes et on reconstitue une nouvelle pioche. Donc vous avez compris que si on choisit une des 2 premières options, on réussit la quête et on la garde avec nous pour ainsi essayer de gagner le trophée des quêtes. Je vais maintenant vous dire ce que ça veut dire régénérer quand un joueur, après un combat, retourne à son camp de base parce qu'il a perdu ou parce qu'il a effectué une livraison. Le joueur a le choix de soit recevoir 2 tartes ou de recevoir une carte sort. Il retire aussi son pion d'action de son plateau joueur pour le mettre à côté. Il pourra donc choisir n'importe quelle action à son prochain tour. Après l'action de déplacement, on a l'action de recherche. On peut aller rechercher plus de pommes ou plus de diamants. On va lancer les dés, des couleurs indiquées dans l'action. Ici, on va lancer 2 dés bleus, 1 dé rouge et 1 dé jaune. Les dés bleus sont pour les diamants. Lancer pour chercher les diamants. Les dés rouges sont pour chercher des pommes. Et le dé jaune, c'est pour aller chercher, des quêtes. Lorsqu'on va les lancer, la couleur du dessin sur le dé va nous indiquer dans quelle région aller placer la ressource. Donc ici, on a le joueur jaune qui a choisi l'action de recherche. Il va maintenant lancer les dés qu'il a choisis. Alors, on va commencer avec les diamants. On a les gemmes. On a une gemme dans les territoires jaunes et une gemme dans les territoires gris. Donc, il va placer une gemme dans le territoire gris, que vous ne voyez pas présentement, et une gemme dans le territoire jaune. S'il place une gemme, il peut la placer n'importe où, sauf sur les portails qui ne sont pas considérés comme des régions. Il peut même la placer où il y a déjà un furteur allié. Alors, pour les pommes, on a la région bleue. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est la région bleue. Alors, il va aller prendre une pomme et peut la placer dans la région bleue. Il peut la placer où il y a déjà un jeton quête, un jeton pomme. Mais s'il la place où il y a un furteur adverse, il va gagner 1 point d'amitié. C'est bien le partage dans le royaume de pommes. Alors, il gagne 1 d'amitié. Chaque ressource qu'on va placer sur un furteur adverse va nous donner 1 point d'amitié. Finalement, on a le jeton quête ici. Là, il nous donne la région grise. Mais pour le besoin de la démonstration, je vais choisir la région rouge, qui est ici. Les jetons quêtes sont plus particuliers à positionner parce qu'on peut pas les placer où il y a déjà un furteur. On peut les placer où il y a déjà des ressources, mais pas où il y a un furteur. Donc je vais la mettre
plus proche de mon furteur jaune que du furteur de l'adversaire. Si c'est impossible de placer le jeton quête, parce qu'il y a déjà des furteurs partout, on n'en place tout simplement pas. Dans un cas extrêmement rare où il resterait plus de jetons de pommes, de gemmes ou de quêtes, puis qu'il n'y a plus moyen d'en placer sur le plateau, ben on peut pas en placer tout simplement, et on doit attendre qu'il y en ait de nouveaux disponibles, après que les gens aient fait soit des livraisons, des actions de fabrication ou des quêtes qui enlèvent des ressources. Finalement, le dernier type d'action est l'action de fabrication. On ne peut pas choisir une action si on n'a pas les ressources nécessaires pour l'accomplir. Le joueur bleu ici pourrait choisir la première action de fabrication qui est de dépenser 2 pommes pour gagner 2 tartes. Il pourrait choisir de dépenser 2 gemmes pour gagner un sort. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes sorts qu'on peut gagner. Ou il pourrait choisir de dépenser 1 pomme et 1 gemme pour aller chercher une carte d'amélioration. Quand on va choisir une carte d'amélioration, on pige les 3 premières cartes du paquet. On les regarde et on choisit celle qu'on veut garder. Je vais revenir et vous expliquer les cartes d'amélioration plus tard, mais on a des cartes d'amélioration de déplacement qu'on vient placer ici par-dessus les déplacements. Et on a des cartes d'amélioration de fabrication qui nous permettent ici de venir améliorer notre zone de fabrication. Quand on construit la zone de fabrication, on reprend notre jeton d'action et on le met sur la dernière case. Les 2 cartes non utilisées sont remises sous le paquet. Quand on a construit les 2 améliorations du plateau de joueurs, on va gagner le trophée amélioration. Les cartes d'amélioration vont rester sur le plateau jusqu'à la fin de la partie. Je vais maintenant vous expliquer chacune des cartes amélioration. Quand on déplacement, on a tout d'abord ici la carte canon à tarte, qui nous permet, en plus de notre action de déplacement normale, d'avoir l'avantage qu'avant chaque combat de tarte, on va gagner 2 tartes. On a l'amélioration de grenouille mécanique, on a l'action de déplacement de base, mais on a ici aussi une option qui nous permet, si on choisit le déplacement, de déplacer un de nos furteurs directement sur une case qui est inoccupée, qui contient 2 ressources ou plus. La carte suivante est la carte du ballon voyageur. Avec le ballon voyageur, on a toujours l'action de déplacement de base, et on peut choisir de déplacer un de nos furteurs directement sur une case qui contient une quête. Si on choisit cette option-là, on ne déplace pas de ressources. Vient ensuite la carte catapulte de livraison, ce qui veut dire qu'après nos déplacements, on peut choisir d'envoyer des ressources vers un furteur ou un furteur à l'autre. On peut faire des échanges de ressources ainsi. Cette carte-ci est le char royal, une carte quand même assez forte qui nous permet de déplacer un de nos furteurs de n'importe où directement sur le château d'Everfree pour compléter une livraison. Ici, on a le portail express qui permet à nos furteurs de se déplacer entre les portails sans que ça leur coûte un déplacement. Les ailes de l'amitié. On peut déplacer un de nos furteurs directement sur la case de notre autre furteur et ça nous fait gagner 1 point d'amitié. Et finalement, la dernière carte qui est le chariot diabolique, qui est la seule carte qui change un peu les déplacements. On a toujours le déplacement de 2 cases, mais on peut maintenant transporter des ressources sur 2 cases. J'ai vérifié les règlements en ligne et c'est confirmé par le concepteur. On peut ainsi ramasser des ressources en chemin. On peut partir d'une case, s'arrêter après notre premier déplacement et traîner les ressources qu'on ramasserait là vers la prochaine case. Regardons maintenant les cartes d'amélioration de fabrication. On a la carte d'amélioration Magicien Repentant. Sur les cartes d'amélioration, ce qui est souligné en rouge, c'est ce qu'il y a de différent sur la carte. Donc ici, quand on construit un sort, on gagne aussi 1 d'amitié. Le boulanger avare, qui utilise moins de pommes, seulement 1, pour construire les tartes. Le top chef des tartes, quand il utilise 2 pommes, lui, il va produire 3 tartes au lieu de 2. Le boulanger amical, en plus de ses 2 tartes, quand il choisit l'action de produire des tartes, il gagne 1 d'amitié. L'alchimiste. L'alchimiste qui peut, dans le fond, permuter la matière, peut choisir quelles 2 ressources il va payer pour produire des tartes ou des sorts. Donc, il pourrait utiliser 1 pomme et une gemme, 2 gemmes, 2 pommes, et ainsi de suite. Les autres cartes de fabrication ajoutent une nouvelle action possible sur les cartes de fabrication. Ici, on a le prince gâté. Si on choisit la nouvelle option, un de nos furteurs peut prendre une pomme ou un diamant d'une case adjacente qui est inoccupée par un autre furteur. Le revendeur de magie, qui s'il paye 3 gemmes, peut aller voler un sort au hasard à un autre joueur. Et finalement, le marchand sournois, qui s'il utilise la nouvelle action, peut prendre 3 pommes pour aller enlever 2 tartes à un autre joueur
et gagner 2 tartes. Maintenant que je vous ai expliqué toutes les actions qui étaient possibles pour un joueur, on va regarder ensemble les trophées. Je vous en ai un peu parlé pendant les règles d'avant. Ici, on a la piste des trophées. Chaque joueur ne peut gagner qu'une seule fois un trophée. Une fois qu'il a placé un trophée, il pourra plus être retiré de sa place. On peut gagner qu'un seul trophée durant notre tour, sauf le trophée de combat qu'on peut gagner pendant le tour d'un autre joueur si c'est nous qui gagnons le combat. Quand je dis qu'on peut gagner juste un seul trophée pendant notre tour, par exemple, c'est si on fait un combat qu'on gagne, on gagne le trophée pour le combat, puis après, on résout une quête et ça nous donne notre deuxième carte quête qu'on a besoin pour gagner le trophée des quêtes. Malheureusement, on ne pourra pas aussi réclamer le trophée des quêtes. Il va falloir attendre notre prochain tour et au début de notre tour, comme on a les conditions pour le trophée des quêtes, on va placer notre trophée de quête. Mais ça veut aussi dire que dans ce prochain tour-là, on ne pourra pas gagner d'autres trophées. Comme je viens de le dire un peu, je vais le préciser, si on remplit les conditions pour un trophée, on est obligé, si on ne l'a pas déjà gagné évidemment, de placer ce trophée-là. Quand on atteint 8 sur la piste de l'amitié, on va gagner ici le trophée de l'amitié. Si on perd des points d'amitié par la suite, on ne perdra pas notre trophée. Ici, si on possède les deux améliorations, soit l'amélioration pour le déplacement et l'amélioration pour la fabrication, on va gagner ce trophée-là. Si on possède 3 cartes sorts, à un moment donné, on va gagner le trophée des sorts. C'est ce genre de trophée-là qu'on pourrait perdre si on le gagne, mais qu'on a déjà gagné un trophée qu'il faut attendre le prochain tour et qu'on fait partie d'un combat, on pourrait ne pas le gagner quand revient notre tour. Par contre, comme l'amitié, si on a déjà placé un trophée là et qu'on perd une carte sort, on va pas perdre le trophée qu'on a placé. Comme je l'ai dit tantôt, si on réussit 2 cartes quêtes, c'est-à-dire qu'on prend les 2 options du haut et non la non merci, on va réussir à aller placer notre trophée ici. Si on livre 4 gemmes au château d'Everfree, on va placer un trophée ici. Si on livre 4 pommes au château d'Everfree, on vient placer un trophée ici. Ici, c'est le trophée pour gagner un combat, qui peut uniquement être gagné le tour où le combat a eu lieu. Ce trophée-là peut aussi être gagné par le joueur défendant, même si c'est pas son tour. Et finalement, si on atteint 8 sur la piste des tartes, on gagne ce trophée-là. Évidemment, comme l'amitié est pour les cartes sorts, si on perd des tartes par un combat par exemple, on va pas perdre ce trophée-là. Il faut faire attention à notre amitié, parce que si on descend en bas de 3, on peut pas réclamer aucun trophée. Il faut attendre d'augmenter notre amitié et il faut à ce moment-là remplir les conditions. Si on les remplissait avant et qu'on les remplit plus, tant pis pour nous, il fallait être gentil avec les autres joueurs. Je vais maintenant vous parler des cartes personnalités. Chaque joueur en a reçu une au début de la partie et chaque carte personnalité va donner un avantage envers une quête pour chacun des joueurs. La personnalité sociale vous permet de gagner le trophée d'amitié en atteignant 7 au lieu de 8 sur la piste de l'amitié. La personnalité brillant nous permet de gagner le trophée de livraison de gemmes en livrant seulement 3 gemmes au lieu de 4. La personnalité gourmet nous permet de gagner le trophée de tarte en atteignant la 7 sur la piste des tartes au lieu de 8. La personnalité sain nous permet de livrer des pommes au nombre de 3 au lieu de 4 pour gagner le trophée de livraison de pommes. La personnalité aventurier nous permet de gagner le trophée des quêtes en découvrant une deuxième quête après avoir résolu la première. Donc, peu importe le choix qu'on fait après, on gagne quand même notre trophée de quête. La personnalité passif nous permet de gagner le trophée de victoire en combat en utilisant au moins une carte de sort ou en utilisant au moins des tartes dans un combat. Il n'est même pas nécessaire de gagner pour avoir la victoire en combat. La carte de personnalité puissant nous permet de gagner le trophée d'amélioration en ayant juste une, mais il faut au moins avoir un autre trophée. Ça veut dire que si on fait notre amélioration, notre première amélioration, et qu'on n'a pas de trophée, on ne gagne pas tout de suite notre trophée d'amélioration. Mais par contre, si plus tard on complète une autre quête, comme la quête, mettons, de livrer des pommes, eh bien, on va pouvoir gagner au tour suivant le trophée d'amélioration parce qu'on a déjà un trophée et on a une amélioration. L'inverse est le plus simple, c'est si on a déjà un trophée et qu'on fait notre première amélioration, on gagne automatiquement le trophée d'amélioration. La personnalité magique, un peu comme l'autre carte d'avant, ça nous permet de gagner le trophée des sorts en possédant 2 cartes de sorts au lieu de 3, mais il faut déjà avoir un trophée pour l'avoir. Inversement, si on gagne un trophée et qu'on a déjà 2 sorts, le tour suivant, on peut aussi réclamer le trophée des sorts.
Tout au long de la partie, le nombre de trophées est limité à 1 par tour, mais dès qu'un joueur va atteindre les 4 trophées, ça va déclencher la fin de la partie, ce qu'on appelle ici la grande finale. Et pendant la grande finale, tous les autres joueurs, qui n'ont pas encore 4 trophées, vont avoir droit à un autre tour, et dans ce tour-là, ils peuvent réclamer autant de trophées qu'ils veulent. Une fois que la grande finale est terminée, c'est le joueur qui a 4 trophées qui gagne. En cas d'égalité, ça va être celui qui a le plus d'amitié. S'il y a encore une égalité, celui qui va posséder le plus et de gemmes sous son contrôle. Puis s'il y a encore égalité, les joueurs vont se partager la victoire. On note dans les règles que les égalités ne sont pas rares dans My Little Sight. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à My Little Sight. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Avant de vous dire ce que je pense de My Little Sight, laissez-moi un peu vous parler de son histoire. C'est un père qui voulait jouer à Sight avec sa petite fille qui aimait beaucoup les petites pouliches. Alors, son père, il a fait une version de Sight simplifiée, mais petite pouliche. Je parle ici de Hobichou et de sa fille Vienna. Lui, il a fait le thème avec les pouliches, puis il en a fait une version imprimable. C'est comme ça que j'ai appris son existence sur Board Game Geek. En voyant qu'il y avait une version imprimable, j'avais vu une vidéo où le père le présentait le jeu. Malheureusement, quand j'ai voulu télécharger les fichiers pour m'imprimer moi-même le jeu, l'auteur avait enlevé les fichiers, puis il disait « Je préfère que vous ne l'imprimiez pas et que vous attendiez parce que quelque chose s'en vient. » Ce quelque chose-là, c'était que Stone Meyer Games les avait contactés pour faire une version. Stone Meyer Games, c'est ceux qui ont publié Sight, l'original. Et là, ce qui est bien et que je trouve qui est amusant, c'est qu'ils ont pris les animaux qui accompagnent les héros dans Sight pour faire les animaux, les peuples animaux qui jouent dans le jeu de My Little Sight. Maintenant, qu'est-ce que je pense de My Little Sight? Ben, le matériel est excellent, les figurines sont très belles, on a des belles composantes de pommes, de gemmes, les roulettes ça va bien, les cartes d'amélioration sont épaisses. Un petit bémol, c'est le plateau de joueurs, qui est correct, mais qui accote pas le plateau de joueurs de Sight où il y avait des petits creux pour placer nos petits carrés, nos petits bâtiments au fur et à mesure qu'on l'améliorait. Il y a un insert qui est fantastique là, pour serrer les figurines dedans, il y a de la place pour l'expansion. L'insert où on met les ressources sont toutes séparées, là, ça se brosse pas trop quand on vient placer le jeu, on le place à sa place. Il y a même un petit indicateur de comment serrer le jeu, ça c'est le fun. Quand on simplifie les règles de Sight, moi j'ai joué 1 ou 2 fois, alors je me rappelle pas très bien, mais je me rappelle de certaines mécaniques qui ont simplifié, comme le choix d'action. Si on respectait ça, on peut pas choisir la même action qu'on a pris avant. Dans Sight, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, c'est vraiment, on peut pas prendre le même rond qu'on avait avant. Ça, pour les enfants, c'est très clair. La gestion des ressources ici, au lieu d'envoyer des ouvriers générer des ressources sur certains territoires, on va y aller avec des dés, ce qui est plus simple pour les enfants encore là. Le combat, c'est la même chose. On a une roulette, on choisit des tartes en fonction de comment on a généré sur nos pistes. Là, c'est des puissances militaires dans Sight. Ici, l'amitié, c'est la popularité. Donc, on a gardé ça aussi. L'amélioration du plateau de joueurs. Bon, dans Sight, il y a comme 2 façons de l'améliorer. On peut enlever des choses dessus pour qu'ils deviennent, les actions dessus deviennent différentes, mais aussi on va au centre dans l'usine, chercher une nouvelle action que les autres joueurs n'auront pas. Mais dans My Little Sight, les améliorations qu'on va construire, ça va aussi personnaliser notre plateau. Donc, ils ont gardé cet aspect-là de personnaliser le plateau en l'améliorant. On a un talent personnel, une personnalité là, qui nous permet d'avoir des avantages pour gagner certains trophées. Je pense que ce qu'on retrouve dans Sight, l'équivalent, c'est des objectifs cachés. Il y a peut-être d'autres similitudes avec le jeu de Sight qui ne me viennent pas à l'esprit, mais somme toute, je pense qu'ils ont bien résumé, simplifié pour les enfants, plein de mécaniques ensemble, que ça va bien ensemble. Côté négatif, c'est la génération de ressources qui est au hasard. Ça pourrait désavantager dans certaines parties certains joueurs si le vent de la chance n'est pas avec eux. Je me rappelle une fois où les ressources étaient toujours générées loin de moi, où je devais tout le temps perdre des actions pour me déplacer, alors que les autres joueurs, les ressources, ils étaient déplacés sur eux. C'est aussi une façon de générer de l'amitié, puis si, quand on génère des ressources, on n'est pas capable d'en mettre sur les cases de nos adversaires, on génère pas de l'amitié, donc ça peut aussi nous nuire de cette façon-là. Mais évidemment que de lancer des dés, c'est plus simple que d'avoir des ouvriers à déplacer sur le plateau en plus de nos héros pour les enfants. Il y a un autre côté négatif que je voulais noter, c'est qu'il y a beaucoup de composantes pour les enfants. Les petites pommes, les quêtes, les dés, les gemmes, toutes les cartes, les figurines. C'est rare qu'on voit un jeu avec tant de composantes que ça.
Et c'est pas rare que des fois, c'est moi qui vais passer en arrière un petit peu pour ramasser les composants. Vient avec le jeu, il y a un automatou, qui est une transposition de ce qu'appelle l'automate chez Stonemaier Games, qui nous permet de jouer avec des adversaires une intelligence artificielle. C'est des cartes qui vont dire ce que fait notre adversaire. On peut jouer, on peut l'introduire dans une partie quand on est avec un enfant et qu'on veut pas avoir de combat avec l'enfant. On peut diriger les combats vers l'automatou. Ou on peut aussi jouer en équipe contre l'automatou. À ce moment-là, il va y avoir autant d'automatou qu'il y a de joueurs. Malheureusement, je l'ai fait jouer en coop et bon, peut-être j'aurais pas dû le faire en apprenant l'automatou, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de temps mort quand c'était autour de l'automatou à jouer. Faut que tu lises, faut que tu checkes qu'est-ce qu'il fait, tu vérifies ses tuiles. Quand c'est autour d'un joueur humain, il sait souvent qu'est-ce qu'il va faire, il le fait, c'est vite, on passe à l'autre. Tandis que l'automatou, il y a une petite réflexion, puis à 2 automatou, je trouvais que ça avait ralenti le jeu, puis j'avais perdu l'intérêt de ma fille quand on avait joué contre l'automatou. Peut-être à refaire quand on maîtrisera mieux les règles de l'automatou, à commencer à l'introduire dans une partie, juste un automatou comme un adversaire comme tout le monde. À part de ça, j'ai oublié de vous dire, mais une autre affaire que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une fiche de réussite, un peu des achievements comme dans les jeux vidéo. Puis à chaque partie, on peut aller écrire à deux endroits sur ce plateau-là. Comme ici, je suis le premier qui a gagné le jeu en faisant une livraison de gemmes, où il y a ma fille ici qui a été la première à gagner de l'âge de 8 à 10 ans, et qui a été la première à gagner en novembre. Alors, ça nous incite, si vous voulez, à rejouer au jeu, et c'était très intéressant. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B+. C'est un très bon jeu qui se joue, comme on le dit, avec des enfants de 8 ans sur la boîte. C'est un bon âge. Mais ça se joue aussi avec des adultes. J'ai joué avec mon beau-frère. Et on n'a pas senti que c'était un jeu pour enfants. On a eu du plaisir et il y avait quand même un challenge. Il y a beaucoup de mécaniques dans le jeu, avec une thématique qui est peut-être un petit peu plus enfantine. Le rose girly. Faut pas oublier que c'est un père et sa fille qui l'ont fait avec la thématique Ma petite pouliche. Mais pour avoir tant de mécaniques dans un jeu en même temps, si simple pour les enfants, je pense que c'est un bon pas pour les amener vers des jeux un petit peu plus complexes. Et oui, vous avez bien entendu, c'est l'heure du concours du lundi. On va vous faire tirer cette semaine une copie de My Little Sight en français. Pour participer, il va falloir répondre à une question. Mais avant, je tiens à féliciter le gagnant de la semaine passée, qui va être affiché ici parce que j'avais pas son nom au moment de faire cette vidéo. Félicitations, tu gagnes une copie de l'extension Kraken de Dead Men Tell No Tales. Tu as juste à nous écrire à professeurboardgame@gmail.com avec tes coordonnées postales pour qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Cette semaine, la question à répondre, attention, sous les vidéos YouTube, ici ou ailleurs, la question sera: quel est votre jeu préféré pour introduire des enfants aux jeux de société? Vous avez jusqu'au 24 février, midi, heure de l'Est, pour participer au concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez nous encourager sur notre site Patreon. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le sceau d'approbation du parent accompagnateur. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, les mini-gamers!